Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre histoire de l'hypnose américaine. On va parler un petit peu de Gil Boynes, de Jon Kappa aujourd'hui et un peu de Jerry Kine. Donc, là on est dans les années 70, il y a une grosse chute de l'hypnose, c'est moins vu, moins mis en avant, et donc c'est une période où ça s'est pas développé énormément d'un point de vue et technique et au niveau des institutions. Mais on a quand même quelques noms qui ressortent, en l'occurrence Gil Boynes. Donc Gil Boynes a développé une organisation dans sa région en 73, l'Hypnotist Examining Council, et l'objectif principal de Boynes était un programme formel de formation et d'éducation, suivi d'un examen complet, d'une démonstration pratique des compétences de l'hypnose. Donc là, je reviens dessus parce que c'est un des éléments clés qu'il faut prendre en compte, que ce soit la NGH, que ce soit la AEH, etc. Il y avait des cursus qui étaient mis en place avec des attentes diverses. Une des problématiques qu'il y a, mais sur un territoire aussi grand que les États-Unis, c'est normal que ce soit très difficile, c'est qu'on n'a pas eu quelque chose de commun, reconnu par l'ensemble des hypnos, et on se retrouve avec des perceptions, des visions et des façons d'aborder la clinique qui peut être très différentes d'une école à une autre, d'où le fait qu'on peut avoir 48 000 certifications aux États-Unis de plein d'écoles différentes. Je suis certifié ça, et se dire, mais j'ai pas l'impression de faire la même chose. Il y a des patterns, il y a des modèles, il y a des choses qu'on revoit, mais il y a plein de choses, on se dit, bah non, pourquoi il fait ça? Alors si en plus on a un biais d'ancrage, c'est-à-dire les premiers cours qu'on a eus sont les cours sur lesquels on reste basé, c'est dur d'admettre certaines logiques d'autres écoles. Il établit un code éthique, ce qui est hyper important, formuler des principes de pratique. Boynes a acquis une connaissance internationale pour ses programmes de formation depuis 1974. Il a poursuivi sa pratique privée et son école au cours de cette décennie. Il a également créé une école de formation en hypnothérapie, Hypnotism Training Institute, HTI, qui est repris par Butler au UK, c'est lui son héritier. Boynes a également bénéficié d'une couverture médiatique. Alors ça, vous retrouvez des vieilles vidéos de lui sur YouTube, c'est assez sympa, pour travailler avec des stars, comme Stallone, je connais pas les autres. Il a aidé des gens à perdre du poids, Buddy Hackett, c'est quelqu'un de connu apparemment. Gwen Von Dunn, il a arrêté de fumer. Johnny Matisse, calmer le track, super. On voit que c'était un hypnostar. Et il a créé surtout Westwood Publish Co, qui est une maison d'édition qui est super connue et qui a notamment publié, c'est là où vous retrouvez le bouquin de Devilman actuellement, et puis pas mal de bouquins assez intéressants. C'est une très bonne maison d'édition. Le problème derrière tout ça, c'est toute une guéguerre maintenant des générations suivantes qui veulent pas laisser les droits. Maintenant ça devient comme tout ce qui a été construit. Parfois c'est un peu compliqué une fois que les initiateurs sont morts. Jon Kappa, donc lui il a créé le HMI, donc c'est un Californien. Il a développé donc l'Hypnosis Motivation Institute. Il s'est intéressé au syndicat. Il a donné une naissance à la charte de la section locale 442 en Californie. Donc on voit vraiment qu'il y avait cette idée au travers du syndicat, comme on a eu en France il y a une dizaine, maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, de la création de syndicats, qui est un super bon moyen pour travailler d'un point de vue légal, pour mettre en place un ensemble de logiques communes. On n'arrive pas à avoir forcément plus d'accréditation de ça. Au départ, j'entendais beaucoup qu'il y ait des liens avec le gouvernement, mais vu que les gouvernements se suivent et souvent se foutent complètement de l'hypnose, ça ne donne pas encore grand-chose. Ça donnera peut-être quelque chose plus tard. Donc comme Boynes et Christner, Kappa est reconnu pour avoir fait inscrire le terme hypnothérapeute dans le dictionnaire fédéral des professions. Je vous en parlais précédemment sur notre vidéo. Il a, lui, par contre, littéralement défini la profession d'hypnothérapie en 1973, lorsqu'il a écrit et défini la profession d'hypnothérapeute dans le dictionnaire fédéral des professions. C'est vraiment lui qui a développé ce nom, qui a donné la définition. Allez, inchangée. La définition d'hypnothérapeute reste inchangée jusqu'à aujourd'hui.
Bon, après, on sait toujours pas, hop. Ça, c'est des choses qu'il a créées après. On s'en fout. Il a créé aussi un manuel. Ok. Jerry Kine. Donc, il a été... bon, il a son histoire avec Devilman. Il a pris les bases de l'hypnose auprès de Vic Carnilla. Kine a ensuite eu une formation complémentaire avec Marty Segal et Guy Boyne. Donc, c'est un élève de Guy Boyne. Donc, c'était marrant... parce que Guy Boyne, il a énormément formé, tout comme Jerry Kine après est devenu certainement, c'est grâce à lui, je pense que dans les années 80, l'hypnose a pu autant se développer aux États-Unis. Il a fait un énorme boulot. Et Guy Boyne, idem, dans les années 70, a énormément partagé et développé autour de l'hypnose. Il a ouvert son premier cabinet en 77. Bon, après, il s'est développé, donc ce qu'il dit, a continué à développer sa pratique tout au long des années 70, ainsi qu'à la fin des années 80, devenant très connu dans les années 90. Donc, ça, c'est Jerry Kine. On va en reparler après, hein, parce que, comme je vous dis, sur chaque décennie, il repasse sur les différents praticiens. Tebetz, donc, l'auteur, il connaît bien Tebetz, hein, ça a été son mentor. Et sa femme Jace ont tous deux suivi le programme de formation professionnelle en hypnose de Boyne. Donc Boyne était vraiment hein, le mentor d'énormément d'hypnos. D'ailleurs c'est amusant parce que Kalbanian dit qu'il a fait une fusion entre Kine et Boyne. Et du coup Boyne avait déjà pris des éléments d'Hellman. Donc reprendre Kine qui a réinterprété les boulots de Hellman, c'est assez amusant parce que ça fait, on voit quand même que tout est à peu près lié. Après, ce qui est génial chez Kalbanian, c'est qu'il a développé son propre système, les 5 Pass, qui est un système assez complet et très simple à enseigner et à diffuser. Là-bas, il a appris comment Boyne avait acquis la réputation d'hypnotiseur des stars. Car Tebetz a vu... Bon, ok, ça on s'en fout. Tebetz s'était passionné par l'apprentissage de l'hypnose. Bon, ça, on s'en fout aussi. Tebetz a commencé à exercer à temps partiel dans les bureaux de Boyne, donc ils étaient très liés. Avec les encouragements de son ami et professeur, Tebetz a vendu son entreprise de pub et a créé un cabinet d'hypnothérapie. Le Brentwood California Clinic. Entre-temps, Tebetz a investi dans de nombreuses années à expérimenter des techniques basées sur les enseignements de Paul Federn, qu'il appelait la thérapie des parties. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui est devenu la spécialité de Tebetz au fur et à mesure. Une excellente technique pour aider les clients à résoudre les conflits intérieurs. Avec une pratique à temps plein en hypnothérapie, il avait maintenant plus de temps à poursuivre ses recherches sur cette technique. L'apprentissage des techniques efficaces de thérapie de régression de Boyne a enrichi les travaux de Tebetz en tant que pionnier des thérapies des parties. Et souvent, quand vous allez entendre parler de thérapie des parties, par thérapie, etc., c'est Tebetz le patron de ça, entre guillemets, dans l'hypnose, hein, bien sûr, dans d'autres disciplines. C'est développé aussi tout un travail qui est ego-state, etc. Et ça existe, il n'y a aucun problème. Le truc de Tebetz, c'est qu'il est hyper formalisé. Je pense qu'aujourd'hui, dans vos écoles, si vous avez vu un peu la thérapie des parties, c'est un peu plus freestyle. Lui, il avait vraiment fait quelque chose de très, très, très protocolaire. D'autres praticiens ont été pionniers des variantes de la thérapie des parties contemporaines aux travaux de Tebetz. Donc, les états du moi des Watkins, le dialogue vocal de Alessi Drastone, les sous-personnalités de John Rowan, la thérapie en salle de conférence de Kinkley et la thérapie subliminale de Jaeger. Jaeger, je vous avais déjà parlé de lui et c'est super intéressant ce qu'il a proposé. Il a écrit qu'un seul bouquin, si vous pouvez le lire vraiment, n'hésitez pas. Edwin Jaeger, c'est un très très grand de l'hypnose. Je pense que je vous en reparlerai ultérieurement. Bon, après, c'est toutes les démarches où Tebetz tombe malade, etc. Mais tout ça, ça nous intéresse moins. Voilà pour cette vidéo. Donc, on a vraiment dans les années 70 quand même des grands noms qui, je pense, sont ceux qui ont le plus transpiré jusqu'à aujourd'hui, qu'on voit et qui ont vraiment monté le niveau, la structure technique de l'hypnose. Même si à ce moment-là il n'y a pas eu forcément un travail trop
important pour structurer, chacun préférait créer sa propre école pour développer sa façon de voir l'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.